Le petit lynx roux fixait Marc avec une intensité déchirante, ses yeux ambrés implorant une aide qui défiait tous les instincts naturels d'un prédateur sauvage. Au lieu de fuir, la créature l'invitait à la suivre dans la forêt glaciale, ignorant que sa découverte arracherait des larmes même au garde forestier le plus endurci. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Dans les profondeurs sauvages des Pyrénées françaises, là où les sommets enneigés se fondent dans un ciel d'un bleu cristallin, l'hiver règne en maître absolu. Le silence n'est brisé que par le craquement occasionnel des branches alourdies par la neige et le souffle du vent qui serpente entre les pins centenaires. C'est dans ce royaume de glace et de beauté sauvage que commença l'histoire la plus improbable jamais racontée par les gardes forestiers de la région. Marc Leblanc, 42 ans, garde forestier chevronné avec plus de 20 ans d'expérience, conduisait son véhicule tout-terrain le long des chemins sinueux qui serpentaient à travers la forêt domaniale. Sa silhouette robuste, enveloppée dans un épais manteau technique, se découpait contre la blancheur immaculée du paysage. Son visage buriné par les années passées en extérieur affichait la sérénité d'un homme à sa place dans ce monde sauvage. Poste de surveillance est à Bas-Aigle. Je termine ma ronde dans le secteur 7. Rien à signaler. Je rentre dans 1 heure environ. Terminé. La radio grésilla en réponse. La voix de Sophie, sa collègue coordinatrice, lui confirmant la réception de son message. Marc rangea la radio dans sa poche et poursuivit sa route, ses yeux experts scrutant les moindres détails du paysage. Février avait apporté des chutes de neige exceptionnelles cette année, poussant la faune sauvage à des comportements inhabituels dans leur quête désespérée de nourriture. Déjà, 3 intrusions d'ours affamés avaient été signalées près des villages en contrebas, et son équipe travaillait sans relâche pour assurer à la fois la sécurité des habitants et la protection des animaux. Le soleil commençait sa descente derrière les montagnes, teintant la neige de reflets dorés et pourpres. Marc consulta sa montre. Il lui restait encore une zone à vérifier avant de pouvoir rentrer au chaud. Il tourna son véhicule vers un sentier plus étroit, rarement fréquenté même par les randonneurs les plus téméraires. C'est alors qu'il le vit. Au milieu du chemin, un point roux contrastant violemment avec la blancheur environnante. Marc plissa les yeux, ralentissant son véhicule. Sa première pensée fut qu'un animal avait été blessé, peut-être heurté par un véhicule, bien que cela semblât improbable dans cette zone reculée. En s'approchant, son cœur fit un bond dans sa poitrine. Un lynx. Un jeune lynx roux, une espèce protégée dont la population précaire dans les Pyrénées faisait l'objet d'un programme de conservation rigoureux. L'animal, visiblement un juvénile, ne s'enfuyait pas à l'approche du véhicule, comportement totalement contraire à l'extrême discrétion habituelle de l'espèce. Marc coupa le moteur et resta immobile, observant l'animal à travers le pare-brise. Le lynx le fixait de ses yeux ambrés, la tête légèrement inclinée. Puis, contre toute attente, il s'avança de quelques pas vers le véhicule. « Incroyable », murmura Marc. En 20 ans de carrière, jamais il n'avait vu un lynx s'approcher délibérément d'un humain. Ces félins, fantômes des forêts, étaient connus pour leur capacité à disparaître au moindre signe de présence humaine. Avec des gestes infiniment lents, Marc sortit son appareil photo équipé d'un puissant téléobjectif. Chaque observation de lynx était précieuse pour le programme de conservation, mais celle-ci défiait toutes les connaissances établies sur le comportement de l'espèce. Le lynx s'assit sur ses pattes arrière, toujours fixant Marc, puis émit un miaulement aigu qui transperça le silence de la forêt. Ce n'était pas un cri de menace, mais presque une supplication. La formation de Marc lui dictait de ne pas intervenir, de laisser la nature suivre son cours. Mais quelque chose dans l'attitude de ce jeune félin brisait toutes les règles. L'animal semblait attendre quelque chose de lui. Lentement, avec une prudence infinie,
Marc ouvrit la portière de son véhicule. Le lynx tressaillit mais ne s'enfuit pas. Au contraire, il se releva et fit quelques pas de côté, puis regarda Marc à nouveau, comme s'il voulait être suivi. « Tu veux me montrer quelque chose, c'est ça ?» murmura Marc, parlant plus pour lui-même que pour l'animal. Le lynx émit un nouveau miaulement, puis fit demi-tour et s'engagea dans la forêt, non sans se retourner pour vérifier que Marc le suivait. Toute logique professionnelle lui commandait de ne pas suivre un animal sauvage dans les bois, surtout à l'approche du crépuscule. Mais l'instinct de Marc, affûté par des décennies d'expérience, lui soufflait que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Il enfila son sac à dos contenant son équipement d'urgence, vérifia rapidement sa lampe frontale et son GPS, puis envoya un message rapide à la base. Observation inhabituelle d'un jeune lynx au comportement atypique secteur 7B. Je vais enquêter. Contact radio maintenu. Le lynx attendait patiemment à la lisière des arbres. Dès que Marc s'approcha, il repartit d'un trot léger, s'arrêtant régulièrement pour s'assurer d'être suivi. Marc progressait avec difficulté dans la neige profonde, suivant les traces légères du félin qui semblait flotter à la surface. Après environ 20 minutes de marche, ils atteignirent une zone plus dense, où les pins se resserraient, créant un labyrinthe d'ombres et de lumière. Le lynx accéléra légèrement, puis disparut derrière un amas de rochers couverts de mousse et de neige. Marc s'arrêta, soudain méfiant. Était-ce un piège? Les lynx n'attaquaient jamais les humains, mais un animal au comportement si inhabituel était imprévisible. Il sortit sa radio. « Bas Aigle, ici Leblanc. Je suis à environ 1 kilomètre au nord-est du point d'observation initial. Le lynx m'a conduit dans une zone rocheuse. Je vais... » Un autre miaulement, plus pressant cette fois, l'interrompit. Marc rangea sa radio et s'approcha prudemment des rochers, prêt à battre en retraite au moindre signe de danger. Ce qu'il découvrit derrière les rochers lui coupa le souffle. Une cavité naturelle, à peine visible sous la neige, servait de refuge à non pas un, mais 3 lynx. Le jeune qui l'avait guidé et 2 autres, clairement plus âgés, allongés sur le sol rocheux. L'un d'eux, visiblement une femelle, était immobile, le flanc se soulevant à peine sous une respiration laborieuse. L'autre, probablement un mâle adulte, avait la patte arrière prise dans un piège à mâchoires illégales, le métal rouillé profondément enfoncé dans la chair. « Mon Dieu !» souffla Marc, son cœur se serrant à cette vision. Le jeune lynx s'approcha du mâle blessé et se frotta contre lui, puis regarda Marc, ses yeux ambrés implorant une aide que seul un humain pouvait apporter. Marc comprit immédiatement la situation. Le mâle, probablement le père du jeune, était prisonnier depuis peut-être des jours. La femelle, affaiblie, par quoi? Une blessure? La maladie? La faim? Ne pouvait plus chasser. Et le jeune, désespéré, avait pris la décision inouïe de chercher de l'aide auprès de la seule espèce capable de libérer son père. Les humains. Sans perdre un instant, Marc sortit sa radio. « Bas Aigle, urgence code rouge au secteur 7B. J'ai besoin d'une équipe vétérinaire complète et du matériel de dépiégeage immédiatement. » 2 lynx adultes en détresse, dont un pris dans un piège illégal, plus un juvénile. La voix de Sophie lui répondit, tendue par l'urgence. « Compris, Marc. L'équipe est en route. Peux-tu envoyer tes coordonnées GPS précises ?» Marc s'exécuta, puis rangea sa radio et s'accroupit à distance respectueuse de la famille de félins. Le jeune lynx s'était couché entre les 2 adultes, comme pour les réconforter par sa présence. « Je vais vous aider », murmura Marc, sachant pertinemment que les animaux ne pouvaient comprendre ses paroles, mais ressentant le besoin de les rassurer. De l'aide arrive. Le regard du mâle blessé croisa celui de Marc. Dans ses yeux félins brillait une intelligence et une conscience qui ébranla profondément le garde forestier. Ce n'était pas seulement de la douleur ou de la peur qu'il y lisait, mais une dignité farouche, celle d'un prédateur réduit à accepter l'aide de l'espèce même qui avait causé sa souffrance.
Marc savait que les prochaines heures seraient cruciales. Les lynx des Pyrénées étaient si rares que chaque individu comptait dans l'équilibre fragile de la population. Si la nouvelle de lynx pris au piège se répandait, cela déclencherait une tempête médiatique et raviverait les tensions entre défenseurs de la nature et certains éleveurs locaux qui voyaient encore ces prédateurs comme une menace pour leurs troupeaux. En attendant l'équipe de secours, Marc prépara son matériel. Il sortit une couverture thermique de son sac, ainsi qu'une trousse de premiers secours. S'approcher des lynx maintenant serait dangereux, tant pour eux que pour lui. Malgré leur état de faiblesse, ces félins restaient des prédateurs aux griffes et aux crocs redoutables, capables de blesser grièvement un humain s'il se sentait menacé. Le crépuscule s'installait rapidement, la lumière dorée cédant la place à une pénombre bleutée. Marc alluma sa lampe frontale et installa des balises lumineuses pour guider l'équipe de secours jusqu'à leur position. Le froid s'intensifiait avec la tombée de la nuit et il s'inquiétait particulièrement pour la femelle dont la respiration semblait s'affaiblir. Le jeune lynx n'avait pas quitté ses parents, mais continuait à observer Marc comme s'il évaluait ses intentions. Cette intelligence, cette capacité à surmonter la peur instinctive pour chercher de l'aide, défiait tout ce que Marc croyait savoir sur ces animaux sauvages. Au loin, le bruit d'un moteur brisa le silence de la forêt. Des phares percèrent l'obscurité entre les arbres. L'équipe de secours arrivait. L'équipe de secours arriva en force, composée de 2 vétérinaires spécialisés dans la faune sauvage, d'un technicien expert en dépiégeage et de 3 autres gardes forestiers. Parmi eux, Élise Moreau, 36 ans, vétérinaire en chef du programme de conservation des grands prédateurs des Pyrénées. Son visage fin, encadré par des mèches brunes échappées de son bonnet, trahissait une détermination tranquille, celle d'une femme habituée aux situations d'urgence. Marc, salua-t-elle brièvement, en descendant du véhicule tout-terrain, sa voix basse respectant instinctivement le silence de la forêt. « Quelle est la situation exacte ?» Marc la guida à l'écart, lui expliquant en détail ce qu'il avait découvert, insistant particulièrement sur le comportement extraordinaire du jeune lynx. « Tu me dis qu'il est venu te chercher délibérément ?» demanda Élise, ses sourcils se fronçant d'incrédulité. « Je sais que ça paraît fou, » admit Marc, « mais je n'ai aucun doute. Ce jeune lynx a cherché l'aide humaine de manière intentionnelle. » Élise hocha la tête, son esprit scientifique luttant visiblement contre ce qui semblait défier toute logique comportementale connue. « Montre-moi, » dit-elle finalement. Marc conduisit l'équipe jusqu'à la cavité rocheuse, progressant lentement pour ne pas effrayer les félins. Le jeune lynx était toujours là, veillant sur ses parents. À l'approche du groupe, il se raidit mais ne s'enfuit pas, ses oreilles au pinceau noir pivotant nerveusement. Élise s'immobilisa à distance respectueuse, observant la scène à travers ses jumelles équipées de vision nocturne. « Seigneur, » murmura-t-elle, « c'est bien ce que je craignais. Je reconnais ces individus. » Elle se tourna vers l'équipe. « Le mâle, c'est Nero. Nous l'avons équipé d'un collier émetteur il y a 2 ans, mais le signal a été perdu il y a 3 mois. La femelle est Luma. Ce sont 2 des derniers reproducteurs confirmés de notre population pyrénéenne. Et ce jeune doit être un de leurs petits de l'année dernière. » Ces informations transformaient une situation déjà grave en véritable crise pour le programme de conservation. Ces lynx n'étaient pas seulement 3 individus en détresse, ils représentaient un pourcentage significatif de la population reproductrice locale, essentielle à la survie de l'espèce dans la région. « Plan d'action », annonça Élise avec l'autorité calme des leaders naturels. « Philippe, prépare les fusils hypodermiques avec les doses de tranquillisants adaptées pour le mâle et le jeune. Thomas, tiens-toi prêt avec le matériel de dépiégeage. Sandrine, prépare l'équipement médical pour la femelle, elle me semble la plus critique. Les autres, établissez un périmètre et installez l'éclairage. Travaillons vite, mais sans précipitation. » L'équipe se mit en mouvement avec une efficacité silencieuse, le fruit d'années d'entraînement et d'intervention commune.
Marc resta en retrait, observant avec admiration la chorégraphie précise de ces professionnels dévoués. Le plus délicat serait de tranquilliser les lynx sans provoquer de panique. Un animal effrayé pourrait s'enfuir, ou pire, le mâle risquait d'aggraver sa blessure en tentant de se libérer du piège sous l'effet de la peur. « Je vais m'occuper des tirs », murmura Élise, prenant le fusil à fléchette des mains de Philippe. « Je connais ces animaux. » Elle s'avança avec une lenteur calculée, chaque mouvement fluide et non menaçant. Le jeune lynx l'observait fixement, ses yeux reflétant la lumière des lampes comme deux joyaux ambrés dans l'obscurité. Ce qui se passa ensuite laissa l'équipe entière stupéfaite. Le jeune félin, au lieu de s'interposer pour protéger ses parents comme l'aurait fait n'importe quel prédateur, s'écarta légèrement, dégageant l'accès vers les adultes blessés. Était-ce une coïncidence? Ou avait-il réellement compris qu'Élise venait les aider? Incroyable, souffla Philippe, exprimant la pensée collective. Élise ne laissa pas la surprise perturber sa concentration. Avec précision, elle tira une première fléchette tranquillisante qui atteignit le mâle dans la cuisse. L'animal sursauta, gronda faiblement, puis se calma sous le regard attentif du jeune lynx qui s'était rapproché de lui, comme pour le rassurer. Quelques minutes plus tard, constatant que Nero sombrait paisiblement dans l'inconscience chimique, Élise visa le jeune. « Désolé, petit », murmura-t-elle avant de tirer. La fléchette trouva sa cible avec la même précision. Le jeune lynx tressaillit, puis tituba légèrement avant de s'allonger près de son père. « Maintenant, la femelle », dit Élise en s'approchant prudemment. C'est alors qu'elle remarqua ce que la pénombre avait d'abord dissimulé. Luma ne nécessitait pas de tranquillisant. La femelle lynx était déjà inconsciente, son flanc se soulevant à peine sous une respiration irrégulière. Son état était bien plus critique qu'il ne l'avait initialement estimé. « Vite !» ordonna Élise, abandonnant toute précaution pour se précipiter vers la femelle. « Sandrine, le kit d'urgence !» Les minutes qui suivirent furent un tourbillon d'activités professionnelles. Tandis que Thomas s'attelait à libérer délicatement la patte de Nero du piège métallique, Élise et Sandrine se concentraient sur Luma, lui administrant des fluides par intraveineuse et vérifiant ses constantes vitales. Hypothermie sévère, déshydratation et... Élise palpa doucement l'abdomen de la femelle. « Je sens quelque chose. Passe-moi l'échographe portable. » L'image sur le petit écran confirma ses soupçons. « Elle est gestante », annonça Élise, sa voix trahissant pour la première fois une émotion profonde. « Au moins 3 fœtus, peut-être 4. Stade avancé. » Cette révélation électrisa l'équipe. Non seulement ils luttaient pour sauver 3 lynx précieux, mais également une nouvelle génération entière, essentielle pour cette population menacée. « Il faut les transporter immédiatement au centre », décida Élise. « Luma ne survivra pas la nuit dans ces conditions, et les petits non plus. » Avec d'infinies précautions, ils installèrent les 3 félins sur des civières spéciales, les recouvrant de couvertures thermiques. Le piège, désormais retiré de la patte de Nero, fut soigneusement emballé comme pièce à conviction. La pose de tels engins était un délit grave, passible de lourdes sanctions. Le trajet jusqu'au centre de conservation de la faune pyrénéenne, situé à une 40aine de kilomètres, se déroula dans une tension palpable. Élise restait à l'arrière du véhicule médicalisé, surveillant constamment les signes vitaux de Luma, qui s'affaiblissait progressivement. « Tiens bon », murmurait-elle à la femelle inconsciente, caressant doucement sa fourrure tachetée. « Ne laisse pas ce piège détruire tout ce que nous avons accompli. » Marc, conduisant le véhicule à travers les routes sinueuses de montagne, jetait des regards anxieux dans le rétroviseur. « Comment va-t-elle ? » « Critique, mais stable pour l'instant, » répondit Élise. « Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle n'a probablement pas mangé depuis des jours. Nero était le chasseur principal, et avec sa patte prise au piège. » Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Marc comprenait.
Cette famille de lynx représentait un microcosme parfait des menaces qui pesaient sur l'espèce, les pièges illégaux, la fragmentation de l'habitat, la difficulté à maintenir une population viable. « Et le petit ?» demanda-t-il, son regard se posant sur le jeune lynx endormi. « Déshydraté, amaigri, mais étonnamment résistant, » répondit Élise avec une pointe d'admiration. Il a probablement essayé de chasser pour nourrir sa mère, mais à son âge, il ne pouvait attraper que de petites proies. Puis, après un moment de silence, « Je n'ai jamais vu un comportement comme le sien, Marc. Jamais. Ce qu'il a fait défie tout ce que nous savons sur les lynx sauvages. » Marc hocha la tête, repensant à cette rencontre surréaliste sur le chemin forestier enneigé. C'est comme s'il avait compris que nous étions sa seule chance. « La science ne peut pas tout expliquer, » murmura Élise, ses doigts vérifiant automatiquement la perfusion de Luma. Parfois, les animaux nous rappellent que notre compréhension de leur intelligence a des limites. Ils arrivèrent au centre peu après minuit. Une équipe complète les attendait, alertée par radio. Dans un ballet minutieusement orchestré, les 3 lynx furent transférés dans les salles de soins spécialisées. Nero fut immédiatement pris en charge par l'équipe chirurgicale pour nettoyer et soigner sa patte mutilée. Le jeune lynx fut confié à un vétérinaire assistant pour un examen complet et une réhydratation. Quant à Luma, Élise ne quitta pas son chevet, travaillant frénétiquement avec 2 autres spécialistes pour stabiliser son état. La salle d'opération se transforma en champ de bataille contre la mort, chaque minute comptant double. Marc attendait dans le couloir, incapable de partir sans connaître le sort de ces créatures extraordinaires. Ses pensées tournoyaient, mêlant inquiétude pour les lynx et colère contre ceux qui posaient encore ces pièges barbares, malgré toutes les interdictions. Vers 3 heures du matin, Élise émergea enfin de la salle d'opération, ôtant son masque chirurgical d'un geste las. Son visage portait les marques de l'épuisement, mais ses yeux brillaient d'une lueur que Marc reconnut immédiatement. « Ils vont survivre ?»« Il est trop tôt pour le garantir, » répondit-elle prudemment. « Mais nous avons fait tout ce qui était humainement possible. Luma est stabilisée. Les fœtus montrent toujours des signes cardiaques, bien que faibles. Nero a subi des dommages importants à la patte, mais avec de la rééducation, il pourrait retrouver jusqu'à 80% de sa mobilité. » Elle s'autorisa un petit sourire. Quant au jeune, il est déjà en train de se remettre à une vitesse impressionnante, résilient, comme tous les enfants. Marc sentit un poids se lever de sa poitrine. « Et maintenant ?»« Maintenant, » dit Élise en s'asseyant lourdement sur une chaise, « nous attendons, et nous espérons, et... » Elle hésita. « Nous essayons de comprendre ce qui s'est réellement passé aujourd'hui dans cette forêt. » L'aube se levait sur les Pyrénées, baignant les sommets enneigés d'une lueur rose-orangée qui se reflétait dans les vitres du centre de conservation. Marc, qui s'était assoupi sur une chaise inconfortable dans la salle d'attente, fut réveillé par le bruit d'une porte qui s'ouvrait. Philippe, l'assistant d'Élise, lui tendait un café fumant. « Tu aurais dû rentrer te reposer, » dit le jeune vétérinaire avec un sourire fatigué. Marc accepta la tasse avec reconnaissance. Impossible, pas avant de savoir. Philippe s'assit à côté de lui, passant une main dans ses cheveux ébouriffés. Le jeune va bien, il est réveillé et a déjà mangé. Nous l'avons baptisé temporairement Atlas. Atlas ? Marc haussa un sourcil. Oui, celui qui porte le monde sur ses épaules. Élise a trouvé que ça lui convenait, vu les circonstances. Marc sourit. Le nom était parfaitement approprié pour ce petit héros à fourrure. Et les parents? Le visage de Philippe se fit plus grave. Nero est stable. La chirurgie s'est bien passée, mais la patte présentait une infection avancée. Il est sous antibiotiques puissants. Quant à Luma, il hésita. C'est toujours critique. Son corps lutte pour maintenir la grossesse tout en se rétablissant. Élise n'a pas quitté son chevet. Marc hocha la tête.
sentant le poids de l'inquiétude s'alourdir à nouveau. Il connaissait suffisamment la fragilité des équilibres naturels pour comprendre l'importance de chaque individu dans une population aussi réduite que celle des lynx pyrénéens. « Le directeur est arrivé », poursuivit Philippe. « Il est avec le procureur et les enquêteurs de l'Office français de la biodiversité. Le piège a déclenché une enquête prioritaire. » Cette nouvelle ne surprit pas Marc. La tentative de braconnage d'une espèce protégée était considérée comme un délit environnemental grave. « Ils ont des pistes ?» Le piège est ancien, un modèle qu'on ne fabrique plus depuis 20 ans. Probablement un vestige d'une époque où la chasse aux prédateurs était encore tolérée. Mais quelqu'un l'a délibérément placé récemment. La rouille n'avait pas encore attaqué le mécanisme de déclenchement. Un silence s'installa, lourd de la réalité des menaces qui pesaient encore sur la faune sauvage, même dans les zones supposément protégées. « Tu devrais aller voir Atlas », suggéra Philippe en se levant. « Je crois qu'il te reconnaîtrait. Salle 3, au fond du couloir. » Marc termina son café et suivit le conseil, curieux de revoir le jeune félin qui avait bouleversé sa vision du monde animal. À travers la vitre d'observation de la salle 3, il aperçut Atlas, installé dans un grand enclos adapté. Contrairement à la plupart des animaux sauvages en captivité, le jeune lynx ne montrait aucun signe de stress. Il était allongé sur une plateforme surélevée, ses yeux attentifs suivant les mouvements du personnel soignant avec une curiosité tranquille. Lorsque Marc s'approcha de la vitre, Atlas tourna immédiatement la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent, et Marc ressentit à nouveau cette connexion inexplicable, comme si une forme de communication silencieuse s'établissait entre eux. Le lynx se leva, s'étira longuement, puis s'approcha de la vitre sans hésitation. « C'est extraordinaire », murmura une voix derrière Marc. Il se retourna pour découvrir le professeur Laurent Mercier, éminent éthologue spécialiste des félins sauvages, que Marc reconnut pour l'avoir vu dans plusieurs documentaires. L'homme, dans la soixantaine, aux cheveux gris et au regard vif derrière des lunettes rondes, observait la scène avec fascination. « Professeur Mercier », salua Marc avec respect, « je ne savais pas que vous étiez ici. Élise m'a appelé hier soir. Je suis arrivé il y a 1 heure. Ce jeune lynx… » Il secoua la tête, visiblement stupéfait. « En 40 ans d'études sur les félins sauvages, je n'ai jamais observé un tel comportement. » Atlas, toujours près de la vitre, les observait avec ce qui semblait être une intelligence réfléchie. « Vous êtes l'homme qui l'a cherché dans la forêt, n'est-ce pas ?» demanda le professeur. Marc acquiesça. « J'ai encore du mal à croire ce qui s'est passé. » Pourtant, tous les témoignages concordent. Ce jeune a délibérément cherché l'aide humaine, vous a guidé jusqu'à ses parents et a facilité votre intervention. Le professeur ajusta ses lunettes, son regard alternant entre Marc et Atlas. Cela remet en question certaines de nos théories les plus fondamentales sur la cognition des félins sauvages. Un soigneur entra dans l'enclos portant un plateau de nourriture. Atlas s'éloigna de la vitre pour s'approcher de l'homme sans crainte apparente, acceptant la proximité humaine d'une manière totalement atypique pour un lynx sauvage. « Avez-vous une explication ?» demanda Marc, incapable de détacher son regard du jeune félin. Le professeur soupira. « Des hypothèses, tout au plus. Il pourrait s'agir d'un cas exceptionnel d'adaptation comportementale face à une situation de crise, ou peut-être que ce jeune a eu des contacts antérieurs avec des humains qui n'ont pas été documentés. » Il marqua une pause. « Ou bien nous sous-estimons tout simplement l'intelligence et la capacité d'adaptation des espèces sauvages. » La porte au bout du couloir s'ouvrit, laissant apparaître Élise, toujours en tenue chirurgicale. Son visage portait les marques d'une nuit blanche, mais ses yeux brillaient d'une lueur que Marc reconnut immédiatement. L'espoir. « Luma s'est stabilisée », annonça-t-elle en s'approchant. « Ces constantes s'améliorent progressivement. Les fœtus sont toujours viables, mais nous restons très prudents. » « Et Nero ?» demanda Marc.
Il s'est réveillé de l'anesthésie. L'infection est sévère, mais il répond bien aux antibiotiques. Sa patte ne retrouvera jamais sa pleine fonctionnalité, mais avec de la rééducation, il pourra se déplacer et même chasser à nouveau. Ces nouvelles, prudemment optimistes, soulagèrent Marc. Le professeur Mercier, quant à lui, ne quittait pas des yeux le jeune lynx. « Élise, as-tu remarqué à quel point son comportement diffère des protocoles standards ?» demanda-t-il. La vétérinaire hocha la tête. « Complètement. Normalement, un lynx sauvage de cet âge serait terrorisé, agressif ou catatonique dans un environnement comme celui-ci. Atlas, lui, semble comprendre la situation. » Comme pour confirmer ses propos, le jeune félin s'approcha à nouveau de la vitre, son regard passant de l'un à l'autre des trois humains qui l'observaient, puis émit un miaulement similaire à celui qu'il avait produit dans la forêt. « Il demande à voir ses parents », murmura Marc, surpris par sa propre interprétation spontanée. Élise et le professeur échangèrent un regard. « C'est ce que je pensais aussi », admit Élise, aussi peu scientifique que cela puisse paraître. « La science progresse en remettant en question ses certitudes », répondit philosophiquement le professeur. « Si ce jeune lynx a effectivement développé une forme de communication intentionnelle avec les humains, nous devons l'étudier avec ouverture d'esprit. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du directeur du centre, Jean Bertrand, accompagné d'une femme en tailleur strict que Marc identifia immédiatement comme la procureure en charge de l'enquête sur le piège. « Messieurs, docteur Moreau », salua le directeur avec une formalité qui trahissait la tension du moment. « La situation a évolué. » Élise fronça les sourcils. « Comment ça, évolué ?» Le directeur paraissait mal à l'aise. L'information sur le sauvetage de la famille de lynx s'est propagée. Je ne sais pas comment, mais les médias sont au courant. Il y a déjà 3 équipes de télévision à l'entrée du centre, et les réseaux sociaux s'enflamment avec l'histoire du lynx qui a demandé de l'aide aux humains. Marc sentit son estomac se nouer. La médiatisation prématurée pouvait compromettre à la fois le rétablissement des animaux et l'enquête en cours. « J'ai besoin de vos témoignages précis », intervint la procureure, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant. Cette affaire dépasse désormais le cadre d'un simple acte de braconnage. L'aspect symbolique de ces lynx en fait un dossier hautement sensible. « Symbolique ?» répéta Marc, perplexe. « Ces animaux représentent désormais bien plus que 3 individus d'une espèce menacée, » expliqua-t-elle. « Ils incarnent la résilience de la nature face aux menaces humaines, mais aussi une forme de réconciliation. » Elle n'avait pas tort, réalisa Marc. L'image d'un prédateur sauvage cherchant délibérément l'aide humaine pour sauver sa famille touchait quelque chose de profond dans la psyché collective. « Nous devons contrôler le narratif », décréta le directeur, « établir un protocole de communication officiel et surtout protéger ces animaux de l'attention excessive. » Élise intervint, son ton ne laissant place à aucune discussion. « La priorité absolue reste leur santé. Aucun journaliste, aucune caméra n'approchera mes patients tant que leur état sera critique. » « Bien entendu, » acquiesça la procureure. « Mais nous devons également penser à l'après. Si ces lynx survivent, et j'espère sincèrement qu'ils survivront tous, que deviendront-ils? Peuvent-ils être relâchés dans la nature? Le comportement atypique du jeune ne complique-t-il pas les choses? C'était la question que personne n'avait encore osé poser ouvertement. Le protocole standard pour les animaux sauvages réhabilités était le retour à la vie sauvage. Mais Atlas avait franchi une barrière comportementale que peu d'animaux sauvages traversaient. Il avait délibérément cherché l'interaction humaine. Le professeur Mercier ajusta ses lunettes, pensif. « Il est trop tôt pour décider. Nous devons d'abord observer comment cette famille interagit une fois réunie et comment Atlas se comporte sur le long terme. Peut-être que son comportement exceptionnel était uniquement motivé par la situation d'urgence. Ou peut-être, ajouta doucement Élise,
avons-nous découvert une facette inexplorée de l'intelligence des lynx. Dans les jours qui suivirent, le centre de conservation devint l'épicentre d'une tempête médiatique inattendue. L'histoire du jeune lynx, qui avait sollicité l'aide humaine pour sauver sa famille, avait touché une corde sensible dans l'opinion publique, transcendant les frontières habituelles entre défenseurs de l'environnement et grand public. C'est devenu un phénomène, expliqua le directeur lors d'une réunion de crise, 3 jours après le sauvetage. Les demandes d'interviews affluent de partout, y compris des médias internationaux. National Geographic a appelé ce matin et la BBC prépare un documentaire. Assis autour de la table de conférence, l'équipe qui avait participé au sauvetage écoutait avec un mélange de surprise et d'inquiétude. Marc, qui avait pris quelques jours de congé pour rester proche du centre, se sentait particulièrement concerné par cette médiatisation excessive. « Nous devons limiter l'accès », insista-t-il. « Ces animaux ne sont pas des attractions de zoo. » Élise acquiesça vigoureusement. « La priorité reste leur rétablissement. Luma est encore loin d'être tiré d'affaire et Nero commence tout juste sa rééducation. » Le directeur leva les mains en signe d'apaisement. « Je suis entièrement d'accord. C'est pourquoi nous avons mis en place un protocole strict, un point presse quotidien à l'extérieur du centre, des images filmées par notre équipe uniquement et aucun accès direct aux animaux pour les médias. »« Et le ministère ?» demanda Philippe. « Quelle est leur position ?» Un sourire fugace traversa le visage du directeur. « Pour une fois, ils nous soutiennent pleinement. Le ministre de l'écologie lui-même s'est engagé à augmenter nos financements et à renforcer les sanctions contre le braconnage. Cette histoire a créé une opportunité politique qu'ils ne peuvent ignorer. » Parlant de braconnage, intervint la procureure, présente elle aussi à la réunion. L'enquête avance. Nous avons identifié l'origine du piège, un modèle fabriqué dans les années 80, mais le mécanisme a été récemment huilé et réarmé. Les analyses des traces sur le métal ont révélé des empreintes partielles. Nous les comparons actuellement avec notre base de données. Ces nouvelles encourageantes furent accueillies avec satisfaction par l'équipe. Trouver le responsable de ce piège illégal représenterait non seulement une forme de justice pour la famille de lynx, mais aussi un message fort pour d'autres braconniers potentiels. « Et Atlas ?» demanda Marc, utilisant naturellement le nom donné au jeune lynx. « Comment se comporte-t-il » À cette question, le professeur Mercier, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'anima soudain. Son comportement reste extraordinaire. Il maintient des interactions cohérentes avec le personnel soignant, montre des signes évidents de reconnaissance individuelle et, c'est le plus fascinant, semble comprendre partiellement la situation de ses parents. « Comment ça ?» s'étonna le directeur. « Nous avons tenté une expérience simple, » expliqua Élise. « Nous avons placé Atlas dans une salle adjacente à celle de Nero, avec une vitre de séparation. La réaction a été saisissante. » Le professeur prit le relais, ses yeux brillants d'excitation scientifique. Atlas a immédiatement reconnu son père. Il s'est approché de la vitre, a émis plusieurs vocalisations spécifiques, puis s'est couché contre la paroi, aussi près que possible de Nero. Le plus remarquable est que Nero, malgré son état affaibli, a réagi de façon similaire, se traînant jusqu'à la vitre pour être proche de son petit. Le lien familial reste intact, conclut Élise. C'est crucial pour notre stratégie de réhabilitation à long terme. Marc sentit une vague d'émotion le traverser. Ces animaux, au-delà de leur importance écologique, lui rappelaient que les liens familiaux transcendaient les espèces. « Qu'en est-il de Luma ?» demanda-t-il. Le visage d'Élise s'assombrit légèrement. Sa situation reste la plus précaire. La grossesse complique considérablement sa récupération. Son corps doit lutter sur 2 fronts, se rétablir d'une grave déshydratation et malnutrition, tout en maintenant des ressources suffisantes pour les fœtus. Nous maintenons une surveillance constante.
Un silence pesant s'installa autour de la table. Tous comprenaient les enjeux. Si Luma perdait ses petits, ou pire, si elle ne survivait pas, l'impact sur la population déjà fragile de lynx pyrénéen serait désastreux. La réunion se poursuivit avec la discussion des aspects pratiques. Rotation du personnel, sécurité renforcée autour du centre et stratégie de communication. Marc écoutait d'une oreille distraite, son esprit revenant sans cesse vers Atlas et sa famille. Après la réunion, il se dirigea vers la zone de soins, attiré par un besoin inexplicable de revoir le jeune lynx. Devant l'enclos d'Atlas, il trouva Sandrine, la jeune assistante vétérinaire, en train de prendre des notes sur une tablette. « Comment va-t-il aujourd'hui » demanda Marc. Sandrine leva les yeux, souriant. Toujours aussi étonnant. Il a mangé normalement, interagit positivement avec l'équipe et ses paramètres physiologiques sont excellents. Elle hésita avant d'ajouter « En fait, il semblait attendre quelque chose, ou quelqu'un. » Atlas était allongé sur sa plateforme préférée, apparemment somnolent. Mais dès que Marc s'approcha de la vitre, ses oreilles se redressèrent et il tourna vivement la tête, son regard ambré se fixant instantanément sur le garde forestier. « Il te reconnaît » murmura Sandrine, stupéfaite. « C'est indéniable. » Le lynx se leva, s'étira avec cette grâce féline caractéristique, puis s'approcha de la vitre sans hésitation. Il s'assit face à Marc, le fixant avec une intensité troublante. « C'est normal qu'il me reconnaisse » répondit Marc, tentant de rationaliser. « J'étais le premier humain qu'il a approché dans la forêt. » Mais Sandrine secouait la tête. « Ce n'est pas seulement de la reconnaissance. Regarde comment il se comporte. Il ne montre aucune peur, aucune agressivité, pas même la réserve naturelle d'un animal sauvage. Il interagit avec toi comme si vous communiquiez. » Marc ne pouvait nier l'évidence. Il y avait quelque chose dans le regard d'Atlas, une lueur d'intelligence consciente qui dépassait le simple instinct animal. Le jeune lynx émit alors un miaulement doux, presque interrogatif, et posa une patte contre la vitre. « Que penses-tu qu'il veut » demanda Sandrine, fascinée. Marc réfléchit un instant. Voir ses parents, peut-être ? Il les a défendus avec une détermination extraordinaire dans la forêt. Ce lien est probablement toujours aussi fort. Sandrine consulta sa tablette, parcourant rapidement le planning des soins. Normalement, ce n'est pas au programme aujourd'hui, mais... Elle hésita, puis prit une décision. « Attends-moi ici. » Elle disparut dans le couloir, revenant quelques minutes plus tard, avec Élise, qui semblait à la fois intriguée et légèrement préoccupée. « Sandrine me dit qu'Atlas montre des signes de communication intentionnelle avec toi ?» demanda la vétérinaire, son ton professionnel masquant mal sa curiosité. Marc haussa les épaules, soudain conscient de l'aspect irrationnel de la situation. « Je ne sais pas si on peut parler de communication, mais il y a définitivement une forme de connexion. » Élise observa l'interaction entre l'homme et le félin pendant quelques instants, son regard analytique ne manquant aucun détail. « C'est fascinant, » admit-elle finalement, « et potentiellement significatif pour notre compréhension de la cognition des félins sauvages. » Elle sembla prendre une décision. « Nous avions prévu de réunir brièvement Atlas et Nero demain, mais puisque les deux sont stables, pourquoi pas maintenant ? Cela pourrait nous donner des informations précieuses sur leurs interactions familiales. » L'excitation de Sandrine était palpable, tandis qu'elle préparait le transfert d'Atlas vers la salle adjacente à celle de Nero. Marc, invité à observer l'expérience, sentait son cœur battre plus vite, anticipant ce moment de réunion. La salle spéciale, conçue pour permettre l'observation des comportements sans perturber les animaux, était divisée par une large vitre. D'un côté, Nero reposait sur un tapis chauffant, sa patte blessée soigneusement bandée. De l'autre, une petite porte sécurisée s'ouvrit pour laisser entrer Atlas, guidé par une barrière mobile manipulée par Sandrine.
La réaction fut instantanée et bouleversante. Atlas, dès qu'il aperçut son père, émit un son que Marc n'avait jamais entendu auparavant, une sorte de trille aiguë qui résonna dans la salle d'observation. Nero, malgré sa faiblesse, releva immédiatement la tête, ses oreilles pivotant vers la source du son. Le lynx adulte tenta de se lever, retombant maladroitement à cause de sa patte blessée, mais son attention restait fixée sur son petit. Atlas s'approcha de la vitre, la reniflant avec curiosité, puis pressa son corps contre elle, comme pour tenter de rejoindre son père. Nero, comprenant l'obstacle, se traîna jusqu'à la vitre avec une détermination poignante. Bientôt, père et fils se trouvèrent face à face, séparés uniquement par la paroi transparente. « C'est extraordinaire », murmura Élise, filmant discrètement la scène avec une caméra spéciale. « Cette reconnaissance mutuelle, cette volonté de contact, c'est exactement ce que nous espérions voir. » Marc observait, ému au-delà des mots. Les deux lynx s'étaient allongés de part et d'autre de la vitre, leurs corps alignés comme s'ils partageaient la même chaleur, le même souffle. Atlas fermait parfois les yeux, semblant savourer cette proximité retrouvée, tandis que Nero, malgré son état affaibli, maintenait une vigilance protectrice, son regard balayant régulièrement la salle pour s'assurer de l'absence de menace. « Et si nous tentions quelque chose d'encore plus audacieux ?» suggéra soudain Élise, son esprit scientifique en ébullition. « Que voulez-vous dire ?» demanda Marc. « Luma a été transférée ce matin dans une salle de soins intensifs plus spacieuse adjacente à celle-ci. Elle est stable, bien que toujours sous surveillance constante. Que se passerait-il si nous permettions à Atlas de la voir également ?» La proposition était risquée mais fascinante. Réunir visuellement toute la famille pourrait fournir des données précieuses sur leurs interactions et potentiellement stimuler le rétablissement de Luma à travers ce contact émotionnel. « Faisons-le », décida Marc, surpris par sa propre assurance. Quelque chose dans le comportement d'Atlas lui donnait la certitude que cette réunion était exactement ce dont la famille avait besoin. Le transfert d'Atlas vers la salle où se trouvait Luma nécessita des préparatifs minutieux. La femelle lynx, bien que stabilisée, restait dans un état fragile et toute perturbation excessive risquait de compromettre non seulement sa santé, mais aussi celle des précieux fœtus qu'elle portait. « Nous allons procéder très progressivement », expliqua Élise tandis que l'équipe préparait la salle adjacente. « D'abord, nous ouvrirons seulement le store de la vitre séparatrice, permettant à Atlas de voir sa mère sans qu'elle ne soit perturbée par des mouvements dans sa salle. Ensuite, selon sa réaction, nous déciderons de la suite. » Marc hocha la tête, observant Atlas qui, après sa rencontre avec son père, semblait plus calme, presque comme s'il avait compris que sa mission de sauvetage avait porté ses fruits. Le jeune lynx suivait docilement Sandrine alors qu'elle le guidait vers la nouvelle salle d'observation, son comportement toujours aussi étonnamment coopératif. Le professeur Mercier, informé de l'expérience improvisée, les avait rejoints, son carnet de notes déjà couvert d'observations sur les interactions précédentes entre Atlas et Nero. Cette séquence pourrait constituer une avancée majeure dans notre compréhension de la cognition sociale chez les félins sauvages, murmurait-il, plus pour lui-même que pour les autres. Une fois Atlas installé dans la nouvelle salle, Élise vérifia une dernière fois les constantes de Luma sur les moniteurs. La femelle lynx était allongée sur un coussin chauffant spécial, conçu pour maintenir sa température corporelle sans exercer de pression sur son abdomen. Des perfusions administraient un cocktail précis de fluides et de nutriments, tandis qu'un moniteur fœtal discret enregistrait l'activité des petits qu'elle portait. « Tout est stable », confirma Élise. « Procédons. » D'un geste lent, elle activa la commande qui relevait progressivement le store entre les deux salles. À mesure que la vitre se dévoilait, Atlas, qui explorait jusque-là son nouvel environnement, se figea soudainement. Ses oreilles pivotèrent vers l'avant, ses pupilles se dilatèrent,
et tout son corps se tendit d'attention. De l'autre côté de la vitre, Luma était visible, sa fourrure tachetée se soulevant doucement au rythme de sa respiration. Contrairement à Nero, elle semblait profondément endormie, inconsciente de ce qui se passait autour d'elle. La réaction d'Atlas fut totalement différente de celle qu'il avait eue en voyant son père. Aucun son, aucun mouvement brusque. Au lieu de cela, il s'approcha de la vitre avec une lenteur délibérée, presque révérencieuse. Arrivé face à sa mère, il s'assit, parfaitement immobile, ses yeux ambrés ne quittant pas la forme assoupie de Luma. « Fascinant », chuchota le professeur. Il modifie complètement son comportement en fonction de l'état de sa mère. Il perçoit sa vulnérabilité et adapte sa réponse. Marc sentit sa gorge se nouer devant cette scène d'une tendresse inattendue. Ce prédateur sauvage, cette créature supposément guidée uniquement par ses instincts, démontrait une sensibilité émotionnelle que bien des humains auraient du mal à égaler. Après plusieurs minutes d'observation silencieuse, Atlas fit quelque chose qui laissa les spectateurs sans voix. Il s'allongea contre la vitre, exactement face à l'abdomen arrondi de sa mère, son corps formant une courbe protectrice qui épousait celle de Luma. « Il se positionne comme pour protéger les fœtus », murmura Élise, l'émotion transparaissant dans sa voix habituellement clinique, comme s'il comprenait l'importance de cette grossesse. Sur les moniteurs, les constantes de Luma affichèrent soudain une légère variation. Son rythme cardiaque, jusqu'alors régulier mais lent, s'accéléra imperceptiblement. Ses paupières frémirent. « Elle sent sa présence », affirma Sandrine, les yeux rivés sur les écrans. Comme pour confirmer cette observation, Luma ouvrit faiblement les yeux. Son regard, encore voilé par les médicaments, sembla errer dans la pièce avant de se fixer sur la vitre. Sur Atlas. La scène qui suivit restera gravée à jamais dans la mémoire de tous les témoins. Luma, puisant dans des réserves d'énergie que personne ne soupçonnait, leva légèrement la tête. Ses yeux, soudain parfaitement clairs et conscients, se plongèrent dans ceux de son petit. Quelque chose passa entre eux, une communication silencieuse mais palpable qui transcendait la barrière physique de la vitre. Puis, dans un effort qui semblait consumer ses dernières forces, Luma émit un son doux, presque un ronronnement, avant de reposer sa tête sur le coussin, ses yeux toujours fixés sur Atlas. « Je n'ai jamais », commença Élise, mais sa voix se brisa. Marc vit, avec stupéfaction, que la vétérinaire aguerrie avait les larmes aux yeux. Il comprit que lui-même pleurait quand une goutte tomba sur sa main. Le professeur Mercier, habituellement si composé, dut retirer ses lunettes pour essuyer ses yeux. « En 40 ans de carrière, » murmura-t-il, « je n'ai jamais été témoin d'une telle démonstration de conscience émotionnelle chez un félin sauvage. » Atlas resta immobile, maintenant cette connexion visuelle avec sa mère. Sur les moniteurs, un changement subtil mais significatif apparut. Les constantes de Luma se stabilisaient, son rythme cardiaque trouvant un tempo plus fort, plus régulier, plus déterminé. « C'est incroyable !» souffla Élise, retrouvant son professionnalisme à travers son émotion. « Mais ces indicateurs s'améliorent. La présence d'Atlas semble avoir un effet physiologique positif. » Marc n'était pas surpris. Quelque chose dans cette famille de lynx défiait toutes les conventions, toutes les limites supposées entre l'humanité et le monde sauvage. « Elle se bat plus fort maintenant, » dit-il simplement. « Elle sait que son petit est sauf. » La journée se poursuivit dans une atmosphère de recueillement mêlée d'excitation scientifique. Le professeur Mercier ne quittait plus le centre, documentant chaque interaction, chaque nuance comportementale, avec la ferveur d'un homme qui sait être témoin de quelque chose d'historique. En fin d'après-midi, une nouvelle inattendue vint ajouter à l'effervescence. La procureure, accompagnée de 2 agents de l'Office français de la biodiversité, arriva au centre, son expression habituellement impassible trahissant une satisfaction évidente. « Nous l'avons »,
annonça-t-elle sans préambule, réunissant le directeur, Marc et Élise dans la salle de conférence. Le braconnier qui a posé ce piège. Un frisson parcourut l'assemblée. « Qui est-ce » demanda Marc, sentant monter en lui un mélange de colère et de soulagement. Gérard Fontaine, 68 ans, ancien garde-chasse à la retraite depuis 15 ans. Il vit dans un hameau isolé à 10 km du lieu où le piège a été découvert. Le directeur fronça les sourcils. Un ancien garde-chasse? C'est inattendu. La procureure acquiesça. Fontaine appartient à une génération pour qui les prédateurs comme les lynx ou les loups étaient considérés comme des nuisibles à éliminer. Il n'a jamais accepté les nouvelles politiques de conservation. Elle ouvrit un dossier devant elle. Lors de la perquisition, nous avons découvert d'autres pièges similaires dans sa grange, ainsi qu'un journal détaillant ses activités de braconnage sur plusieurs années. A-t-il avoué? Demanda Élise, son regard dur reflétant la souffrance que cet homme avait infligée à ses patients. Complètement, avec une forme de fierté dérangeante même. Il considère que nettoyer la forêt des prédateurs est son devoir, un service qu'il rend à la communauté. La procureure secoua la tête dégoûtée. Il sera présenté au juge demain matin. Avec les preuves dont nous disposons et ses aveux, il encourt jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Marc sentit un poids se lever de ses épaules. Savoir que justice serait rendue apportait une forme de clôture à cette affaire, même si le combat pour la survie de la famille de Lynx était loin d'être terminé. « Y a-t-il d'autres complices » demanda le directeur, préoccupé par la possibilité d'un réseau plus large de braconniers. Fontaine semble avoir agi seul, mais l'enquête se poursuit. Nous vérifions notamment s'il a pu poser d'autres pièges dans d'autres secteurs. La réunion se poursuivit, discutant des implications juridiques et de la stratégie de communication à adopter face à cette nouvelle. Marc écoutait d'une oreille distraite, son esprit revenant sans cesse vers Atlas et ses parents. Lorsqu'enfin il put retourner dans la zone d'observation, il trouva le jeune lynx toujours allongé près de la vitre, veillant sur sa mère comme un gardien fidèle. Luma s'était rendormi, mais son sommeil semblait désormais paisible, réparateur. Les moniteurs confirmaient la stabilisation progressive de son état. « Il n'a pas bougé », lui confia Sandrine, qui surveillait les paramètres vitaux. « Pas une seule fois. Il est resté exactement dans cette position pendant des heures. » Marc s'approcha doucement de la vitre. Atlas tourna légèrement la tête vers lui, ses yeux intelligents semblant poser une question muette. « On l'a eu », murmura Marc, se sentant un peu fou de parler ainsi à un animal sauvage, mais incapable de résister à cette connexion inexplicable. « Celui qui a fait du mal à ton père, il ne pourra plus jamais vous nuire. » Peut-être était-ce son imagination, peut-être la fatigue d'une journée émotionnellement éprouvante, mais Marc aurait juré voir une lueur de compréhension traverser le regard d'Atlas avant que le jeune lynx ne repose sa tête, ses yeux revenant vigilamment vers sa mère endormie. Les jours suivants virent une amélioration progressive mais constante de l'état des 3 lynx. Nero, le mâle, reprenait des forces rapidement, son organisme robuste luttant efficacement contre l'infection. Sa rééducation avait commencé, consistant en de courts exercices quotidiens pour maintenir la mobilité de sa patte blessée. Luma, dont l'état avait été le plus préoccupant, montrait des signes encourageants de récupération depuis sa rencontre avec Atlas. Ses constantes vitales se stabilisaient et les examens échographiques confirmaient que les fœtus se développaient normalement, protégés dans son ventre comme un trésor de biodiversité. Quant à Atlas, il était devenu la véritable star du centre, fascinant le personnel par son comportement d'une intelligence et d'une adaptabilité déconcertantes. Le protocole avait été modifié pour lui permettre de passer plusieurs heures par jour dans les salles d'observation adjacentes à celles de ses parents, une décision qui allait à l'encontre des pratiques habituelles pour les animaux sauvages en réhabilitation, mais que les résultats semblaient amplement justifier.
C'est comme s'il était un catalyseur de guérison, expliqua Élise lors d'une conférence téléphonique avec plusieurs experts internationaux de la conservation des félins. La présence d'Atlas semble accélérer le rétablissement de ses parents de manière mesurable. Nous observons des améliorations significatives des paramètres physiologiques après chaque session de contact visuel familial. En dehors des murs du centre, l'histoire de cette famille de lynx extraordinaire continuait de captiver le public. Des panneaux d'affichage installés aux portes de l'établissement présentaient des mises à jour quotidiennes sur leur état, attirant chaque jour des dizaines de curieux venus simplement pour se recueillir, déposer des dessins d'enfants, ou parfois des offrandes symboliques comme des fleurs sauvages ou des pierres disposées en forme de lynx. Les réseaux sociaux s'étaient emparés de l'histoire, générant des millions d'interactions. Des hashtags comme Team Atlas ou de la Lynx Family devenaient viraux, portés par l'émotion universelle que suscitait cette histoire de résilience familiale et d'intelligence animale. Marc, devenu malgré lui une figure centrale de cette saga médiatique, essayait de maintenir un équilibre entre son implication auprès d'Atlas et ses responsabilités professionnelles. Il avait obtenu une affectation temporaire au centre, officiellement pour assurer la liaison avec les services forestiers, mais en réalité, sa présence semblait avoir un effet apaisant sur le jeune lynx. Ce matin-là, une semaine après le sauvetage, Marc observait Atlas à travers la vitre de son enclos. Le jeune félin était occupé à manipuler habilement un puzzle alimentaire, un dispositif d'enrichissement conçu pour stimuler ses instincts de prédateur. Avec une dextérité surprenante, Atlas déplaçait les pièces mobiles pour libérer des morceaux de viande cachés, démontrant une intelligence spatiale remarquable. Il apprend à une vitesse phénoménale, remarqua le professeur Mercier, qui avait rejoint Marc dans son observation. Ce niveau de résolution de problèmes est typique des grands singes ou des dauphins, mais rarement observé chez les félins sauvages. Marc acquiesça, toujours fasciné par les capacités d'Atlas. Vous pensez que c'est exceptionnel à son espèce, ou juste à lui en particulier? Le professeur ajusta ses lunettes, pensif. C'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce qu'Atlas représente une anomalie, un individu extraordinaire, ou nous révèle-t-il des capacités cognitives présentes chez tous les lynx, mais que nous n'avions jamais eu l'occasion d'observer? Il secoua la tête. Les implications pour notre compréhension de l'intelligence animale sont considérables. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'Élise, son visage reflétant une excitation contenue. « Bonne nouvelle », annonça-t-elle. Nero est suffisamment rétabli pour un contact direct avec Atlas. Nous allons tenter une réunion physique contrôlée cet après-midi. Cette annonce électrisa l'équipe. Jusqu'à présent, les interactions familiales avaient été limitées à des contacts visuels à travers les vitres séparatrices. Une réunion physique représentait une étape cruciale dans leur réhabilitation, mais aussi un risque. Comment réagiraient ces animaux sauvages après une telle épreuve et une période de séparation? Les préparatifs furent minutieux. Une salle spéciale fut aménagée, offrant suffisamment d'espace pour les deux lynx, tout en permettant une intervention rapide si nécessaire. Des caméras haute définition furent installées pour documenter cette rencontre historique sous tous les angles. À 15 heures précises, l'expérience commença. Nero fut d'abord introduit dans la salle, claudiquant légèrement, mais se déplaçant avec une assurance croissante. Le mâle explora l'espace méthodiquement, marquant son territoire par des frottements de joues sur les surfaces disponibles. Puis vint le moment qu'ils attendaient tous. La porte coulissante s'ouvrit, laissant apparaître Atlas. Le jeune lynx hésita un instant sur le seuil, ses narines frémissantes captant l'odeur familière de son père. Nero se figea, ses oreilles pivotant vers son petit. Un silence absolu régnait dans la salle d'observation, où l'équipe retenait collectivement son souffle. Atlas fut le premier à bouger. Avec une prudence délibérée, il s'avança vers son père, son corps bas, presque rampant en signe de soumission respectueuse. Nero l'observait, immobile, ses yeux jaunes ne quittant pas son approche.
Lorsqu'ils ne furent plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre, Atlas s'arrêta, attendant. Nero tendit alors le cou, renifla son petit, puis, dans un geste qui arracha des larmes à plusieurs observateurs, lécha doucement le sommet de la tête d'Atlas. « Reconnaissance positive », murmura Élise, son professionnalisme ne masquant pas complètement son émotion. Le lien familial est intact. Ce qui suivit dépassa toutes les attentes. Père et fils s'engagèrent dans une séquence d'interactions complexes, frottement de tête, léchage mutuel, et même un jeu de poursuite modéré qui respectait les limitations physiques de Nero. Leur langage corporel exprimait une joie évidente de se retrouver, une confirmation tangible de la profondeur des liens familiaux chez ces prédateurs solitaires. « C'est révolutionnaire », souffla le professeur. Les lynx sont connus pour être des félins solitaires en dehors de la période d'élevage des petits. Cette démonstration d'attachement familial persistant pourrait remettre en question notre compréhension de leur structure sociale. Après une heure d'interaction, lorsque père et fils s'installèrent côte à côte pour se reposer, leurs fourrures tachetées se fondant presque en un seul organisme, la décision fut prise de laisser les deux lynx ensemble pour la nuit. « C'est risqué », admit Élise, « mais mon instinct me dit que cette proximité retrouvée accélérera leur guérison. Nous maintiendrons une surveillance vidéo constante, bien entendu. » Le succès de cette réunion ouvrait la porte à l'étape suivante, bien plus délicate, introduire Luma dans l'équation. La femelle, bien que sur la voie de la guérison, restait fragile, et sa grossesse avancée ajoutait une couche de complexité. Le lendemain matin, alors que Marc arrivait au centre après une nuit agitée par des rêves peuplés de lynx, il trouva l'équipe en effervescence. Un attroupement s'était formé devant les écrans de contrôle montrant l'enclos où Nero et Atlas avaient passé la nuit. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, inquiet. Le professeur Mercier se tourna vers lui, son visage illuminé d'excitation. « Regardez » dit-il simplement, désignant l'écran. Sur les images, Marc vit Nero et Atlas occupés dans une activité qui semblait délibérée. Ils déplaçaient méthodiquement les coussins et couvertures disponibles dans l'enclos, les rassemblant dans un coin pour former ce qui ressemblait indéniablement à un nid. « Ils préparent un espace pour Luma », expliqua Élise, stupéfaite. « C'est comme s'ils anticipaient son arrivée, comprenant qu'elle est enceinte et aura besoin d'un espace confortable. » Cette observation ajoutait une nouvelle dimension à l'extraordinaire saga de cette famille. Non seulement ces lynx démontraient un attachement familial profond, mais ils semblaient capables d'une forme de planification collaborative, une capacité cognitive rarement documentée chez les félins sauvages. La nouvelle se répandit rapidement au sein de l'équipe, renforçant la détermination collective de réunir complètement cette famille exceptionnelle. Les préparatifs pour introduire Luma furent accélérés, tout en maintenant les précautions essentielles pour sa sécurité et celle de ses futurs petits. « Si tout continue à ce rythme, » confia Élise à Marc alors qu'ils partageaient un café dans la salle de repos, « Luma pourrait rejoindre Nero et Atlas d'ici 2 jours. »« Et ensuite ?» demanda Marc, posant la question que tous évitaient soigneusement depuis le début. « Quel avenir pour eux une fois guéris ?» Élise soupira, son regard se perdant dans sa tasse. « C'est là que les choses se compliquent. Normalement, notre protocole exigerait leur relâcher dans la nature dès que possible. Mais cette famille, elle secoua la tête. Atlas a démontré un niveau d'interaction avec les humains qui pourrait compromettre sa survie à l'état sauvage. Et Nero, même avec une rééducation optimale, gardera probablement des séquelles qui limiteront ses capacités de chasse. Alors quoi? Un zoo? La voix de Marc trahissait son dégoût à cette idée. Ces créatures majestueuses méritaient mieux qu'une vie derrière des barreaux, exhibées pour le divertissement humain. « Certainement pas un zoo traditionnel », répondit Élise avec fermeté. « Mais nous envisageons plusieurs options. Le ministère a évoqué la possibilité de créer une réserve spéciale dans les Pyrénées.
un territoire protégé où il pourrait vivre en semi-liberté tout en bénéficiant d'un suivi. Marc considéra cette proposition, une solution hybride qui respecterait la nature sauvage de ces animaux tout en tenant compte de leur situation unique. Et les petits à venir, c'est l'autre facteur compliquant l'équation, admit Élise. Les petits de Luma naîtront en captivité, sans avoir connu la vie sauvage. Leur avenir dépendra en grande partie de leur comportement et de ce que leurs parents leur transmettront. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée précipitée de Sandrine, le visage illuminé d'excitation. « Venez vite, vous devez voir ça. » Ils la suivirent jusqu'à la salle de contrôle, où s'affichaient les images de l'enclos partagées par Nero et Atlas. La scène qui s'y déroulait était stupéfiante. Atlas, assis face à son père, émettait une séquence de vocalisations variées, presque comme s'il racontait quelque chose. Nero l'écoutait attentivement, ses oreilles pivotant pour capter chaque son, répondant occasionnellement par des miaulements courts. « Ça dure depuis presque 10 minutes, » expliqua Sandrine. « Nous pensons qu'Atlas est en train de communiquer délibérément avec son père. » Le professeur Mercier, déjà présent dans la salle, prenait frénétiquement des notes. « C'est bien plus qu'une simple interaction sociale, » affirma-t-il. « Ces vocalisations présentent des schémas complexes, des répétitions, des variations tonales. On dirait presque un langage structuré. » Marc observait, fasciné. Était-il possible qu'Atlas raconte à son père ce qui s'était passé? Comment il avait cherché de l'aide, trouvé des humains, guidé Marc jusqu'à la caverne? L'idée semblait fantastique, presque hérétique d'un point de vue scientifique traditionnel. Et pourtant, nous devons documenter cela avec la plus grande rigueur, décida Élise. Si ce que nous observons est réel, cela pourrait révolutionner notre compréhension de la communication chez les félins sauvages. Dans les heures qui suivirent, une équipe d'experts en communication animale fut contactée et mise en route vers le centre. Parallèlement, les préparatifs pour l'introduction de Luma se poursuivaient. La femelle avait passé une nouvelle série d'examens qui confirmaient l'amélioration constante de son état. Les fœtus se développaient normalement, leur activité cardiaque forte et régulière, promettant une portée viable. Le grand jour arriva finalement. Sous l'œil attentif de caméras scientifiques et en présence d'une équipe médicale complète prête à intervenir, Luma fut doucement transportée vers l'enclos familial. Sa démarche était encore faible, son ventre arrondi ralentissant ses mouvements, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, celle de l'espoir retrouvé. La porte s'ouvrit, révélant l'espace où Nero et Atlas attendaient. Ils avaient perfectionné leur nid, y ajoutant des couches supplémentaires de matériaux doux, créant un cocon protecteur dans un angle de l'enclos. Luma s'arrêta sur le seuil, humant l'air chargé des odeurs familières. Nero fut le premier à réagir, s'approchant lentement, respectueusement de sa compagne. Leur rencontre fut d'une tendresse bouleversante, le grand mâle touchant délicatement son museau à celui de Luma, puis léchant doucement son front en signe de reconnaissance. Atlas attendit patiemment son tour, comme conscient de la hiérarchie et de l'importance du moment. Ce fut seulement lorsque Luma avança vers lui qu'il s'approcha, se soumettant immédiatement au rituel de reconnaissance maternelle. Luma le renifla longuement, puis commença à le toiletter avec une attention méticuleuse, comme pour effacer toutes les traces de leur séparation forcée. « C'est magnifique », murmura Marc, témoin privilégié de ces retrouvailles. Autour de lui, plusieurs membres de l'équipe essuyaient discrètement des larmes. Même le stoïque professeur Mercier semblait ému au-delà des mots. Ce qui suivit dépassa toutes les attentes. Après les rituels de reconnaissance, Nero et Atlas guidèrent doucement Luma vers le nid qu'ils avaient préparé. La femelle l'inspecta soigneusement, puis, semblant l'approuver, s'y installa avec un soupir presque audible de soulagement. Atlas s'allongea contre elle, tandis que Nero prenait position à l'entrée du nid, une sentinelle protectrice pour sa famille réunie. Famille.
Le mot résonnait dans l'esprit de Marc avec une nouvelle profondeur. Ces créatures sauvages, supposément guidées uniquement par leurs instincts, démontraient une cohésion familiale, une intelligence émotionnelle et une capacité d'adaptation qui brouillaient les frontières traditionnellement établies entre humanité et monde animal. Les jours suivants confirmèrent ce que cette première réunion avait esquissé, une dynamique familiale d'une richesse insoupçonnée. Nero, malgré sa patte encore handicapée, assumait pleinement son rôle protecteur, patrouillant régulièrement dans l'enclos et réagissant attentivement aux moindres signes d'inconfort de Luma. Atlas, quant à lui, semblait avoir endossé le rôle d'intermédiaire, observant le personnel soignant avec curiosité, puis retournant auprès de ses parents comme pour les rassurer sur les intentions humaines. L'équipe scientifique documentait méthodiquement chaque interaction, chaque vocalisation. Le professeur Mercier, assisté désormais par 2 linguistes spécialisés en communication animale, développait progressivement une typologie des sons émis par Atlas, identifiant des schémas récurrents potentiellement associés à des significations spécifiques. Ce jeune lynx a développé un répertoire vocal exceptionnellement varié, expliqua-t-il lors d'une présentation à l'équipe. Nous avons identifié au moins 12 vocalisations distinctes qui semblent avoir des fonctions communicatives cohérentes. Cette découverte, encore préliminaire mais prometteuse, s'ajoutait au dossier de plus en plus épais des capacités extraordinaires démontrées par cette famille de lynx, un dossier qui, inévitablement, soulevait la question cruciale de leur avenir. 2 semaines après les retrouvailles familiales, une réunion de haut niveau fut organisée au centre. Autour de la table se trouvait non seulement l'équipe scientifique et médicale, mais également des représentants du ministère de l'écologie, des responsables du programme de conservation du lynx, et même un délégué de la Commission européenne pour la biodiversité. L'importance de cette famille dépasse largement le cadre de la conservation d'une espèce, déclara le directeur en ouverture. Nous sommes face à un cas unique qui pourrait transformer notre compréhension de l'intelligence animale et, par extension, notre approche de la protection des espèces menacées. Les discussions furent animées, parfois tendues. Les puristes de la conservation défendaient un retour à la vie sauvage dès que possible, arguant que la place naturelle de ces lynx était dans leur habitat d'origine. D'autres, impressionnés par les capacités démontrées par Atlas et sa famille, plaidaient pour une approche plus nuancée, permettant à la fois leur protection et la poursuite des études scientifiques. Marc, invité à partager son expérience de première ligne, sentait peser sur ses épaules la responsabilité de défendre l'intérêt de ces animaux qui l'avaient touché si profondément. « Ce que j'ai vu dans cette forêt, ce jour-là, témoigna-t-il, n'était pas le comportement d'un animal agissant par pur instinct. Atlas a fait un choix conscient, un acte de confiance envers notre espèce malgré tous les dangers que nous représentons habituellement pour les siens. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Je crois que nous avons une responsabilité morale envers cette famille, pas seulement comme spécimen d'une espèce menacée, mais comme des êtres dotés d'une conscience et d'une intelligence que nous commençons à peine à comprendre. » Son intervention sembla toucher une corde sensible auprès des décideurs. La proposition qui émergea finalement des discussions représentait un compromis innovant. La création d'un sanctuaire d'études et de conservation du lynx pyrénéen, un vaste territoire semi-naturel de plusieurs centaines d'hectares, clôturé mais reproduisant fidèlement l'habitat naturel des lynx, où la famille pourrait vivre en liberté relative tout en restant accessible pour un suivi scientifique non intrusif. Ce projet pilote pourrait révolutionner notre approche de la conservation, expliqua le représentant ministériel. Un pont entre la vie sauvage et la recherche scientifique, permettant de mieux comprendre ces animaux tout en assurant leur protection. Le projet de sanctuaire mobilisa rapidement une énergie collective impressionnante. Un site fut identifié dans une vallée isolée des Pyrénées-Orientales, un terrain de 350 hectares précédemment utilisé comme réserve de chasse privée et récemment acquis par l'État. Le lieu offrait une diversité écologique idéale, forêts denses, clairières, ruisseaux et affleurements rocheux,
reproduisant à la perfection l'habitat naturel des lynx pyrénéens. Des architectes spécialisés en aménagement naturel travaillaient maintenant d'arrache-pied sur les plans, collaborant étroitement avec biologistes et éthologues pour créer un environnement qui répondrait aux besoins spécifiques de ces félins, tout en permettant une observation scientifique discrète, des postes d'observation dissimulés, des capteurs de mouvements non invasifs et un réseau de caméras camouflées permettraient de suivre les animaux sans perturber leur comportement naturel. C'est sans précédent, expliqua le directeur du centre lors d'une conférence de presse soigneusement orchestrée. Ce sanctuaire représente une nouvelle philosophie de conservation, reconnaissant l'individualité et l'intelligence des animaux sauvages, tout en préservant leur nature intrinsèque. L'aspect financier, initialement préoccupant, s'était résolu de manière inattendue. L'histoire d'Atlas et de sa famille avait touché la fibre sensible du public bien au-delà des frontières françaises. Une campagne de financement participatif lancée par une alliance d'ONG environnementales avait recueilli plus de 2 millions d'euros en à peine 10 jours. Des entreprises, soucieuses d'associer leur image à ce projet emblématique, proposaient des partenariats et des mécénats substantiels. Même le braconnier, Gérard Fontaine, avait indirectement contribué à l'élan. Condamné à 18 mois de prison ferme et 50 000 € d'amende, son procès médiatisé avait servi de catalyseur pour un durcissement législatif contre les crimes environnementaux. Une nouvelle loi, déjà surnommée « Loi Atlas » par les médias, était en préparation, visant à quadrupler les sanctions contre le braconnage d'espèces protégées. Pendant ce temps, au centre, l'attention se concentrait sur Luma, dont la grossesse approchait de son terme. L'échographie la plus récente confirmait la présence de 4 fœtus bien développés, une portée exceptionnelle pour un lynx pyrénéen. La mise bas devrait intervenir dans les 2 prochaines semaines, annonça Élise lors du briefing matinal, son visage reflétant à la fois l'excitation et l'inquiétude professionnelle. Tout se présente bien, mais nous restons vigilants. Ces petits représentent potentiellement 10% de la population totale de lynx pyrénéens. Leur naissance en captivité dans ces circonstances exceptionnelles constitue à la fois une opportunité scientifique unique et une responsabilité écologique immense. Des protocoles spéciaux avaient été établis pour la période de mise bas. L'enclos familial avait été agrandi, intégrant une zone maternité spécialement conçue, offrant intimité et sécurité, tout en permettant une surveillance médicale discrète. L'équipe vétérinaire restait en alerte permanente, prête à intervenir au moindre signe de complication. Marc, dont la présence semblait avoir un effet apaisant sur Atlas, et par extension sur ses parents, avait obtenu une prolongation de son détachement. Il passait désormais la majorité de ses journées au centre, partageant son temps entre l'observation de la famille de lynx et la participation aux réunions concernant le futur sanctuaire. Ce matin-là, alors qu'il observait Atlas depuis son poste habituel, Marc fut rejoint par le professeur Mercier, dont les travaux sur la communication du jeune lynx progressaient remarquablement. Nous avons identifié ce qui semble être un véritable proto-langage, expliqua le professeur, son enthousiasme scientifique palpable. Atlas utilise non seulement des vocalisations distinctes pour désigner différents éléments de son environnement, mais il combine ces sons selon des schémas cohérents qui suggèrent une forme rudimentaire de syntaxe. Marc observa le jeune lynx qui, à cet instant précis, semblait communiquer quelque chose à son père à travers une série de miaulements modulés. « Vous pensez qu'il peut comprendre ce que nous disons ?» Le professeur sourit, ajustant ses lunettes. « Comprendre notre langage ? Non, probablement pas dans le sens où nous l'entendons. Mais percevoir nos intentions, interpréter notre comportement, associer certains de nos sons à des conséquences spécifiques ? Absolument. Et c'est déjà extraordinaire. » Leur conversation fut interrompue par un mouvement soudain dans l'enclos. Luma, qui somnolait paisiblement dans le nid familial,
venait de se redresser brusquement, son corps tendu dans une posture inhabituelle. « Appelez Élise », dit Marc immédiatement, reconnaissant les signes. « Je crois que ça commence. » Les événements s'enchaînèrent rapidement. Élise et son équipe arrivèrent en quelques minutes, évaluant la situation avec un professionnalisme calme. Luma présentait effectivement les premiers signes du travail, mais quelque chose dans son comportement inquiétait la vétérinaire. Elle semble agitée, presque anxieuse, nota Élise, observant comment la femelle lynx tournait en rond dans le nid, s'arrêtant fréquemment pour se lécher nerveusement. Ce n'est pas typique d'une mise bas normale. La décision fut prise d'intervenir, non pas immédiatement, mais de préparer tout le nécessaire pour une assistance médicale si la situation l'exigeait. L'équipe vétérinaire s'équipa discrètement, restant hors de vue, mais prête à agir. Ce qui se produisit ensuite laissa les observateurs stupéfaits. Atlas, percevant visiblement la détresse de sa mère, s'approcha de la vitre d'observation où se tenait Marc. Le jeune lynx émit une série de vocalisations urgentes, fixant intensément l'humain qu'il avait choisi comme allié, puis retourna auprès de Luma comme pour établir une connexion délibérée entre eux. « Il demande de l'aide », murmura Marc, une certitude inexplicable s'imposant à lui, comme dans la forêt. Élise hésita un instant, déchirée entre protocole médical et cette communication extraordinaire. « Marc, je sais que c'est contraire à tous nos protocoles, mais voulez-vous entrer dans l'enclos ?» La proposition était sans précédent, potentiellement dangereuse. Jamais on n'aurait permis à un humain d'approcher une femelle sauvage en plein travail. Mais cette famille avait déjà brisé toutes les règles établies. Marc acquiesça, la décision déjà prise dans son cœur. Après un briefing rapide sur les précautions à prendre et équipé d'une oreillette pour rester en communication avec l'équipe médicale, il pénétra dans l'enclos. Nero se tendit immédiatement, son instinct protecteur en alerte. Mais Atlas intervint, s'interposant entre son père et Marc, émettant des sons doux qui semblaient apaiser le grand mal. Progressivement, Nero se détendit, permettant à Marc d'approcher du nid où Luma luttait visiblement contre une douleur croissante. « Elle est en difficulté », confirma Marc à voix basse dans son oreillette. Sa respiration est laborieuse et elle semble incapable de trouver une position confortable. « Probablement un petit mal positionné », répondit la voix d'Élise. « Pouvez-vous voir si elle tolère votre présence plus proche ?» Avec d'infinies précautions, Marc s'approcha davantage. Atlas restait près de lui, comme un guide ou un interprète entre les mondes humain et animal. Luma observait Marc, sa méfiance naturelle visiblement en conflit avec son instinct, qui semblait reconnaître une aide potentielle. « Je crois qu'elle accepte ma présence », murmura Marc, s'accroupissant à distance respectueuse. « Comment puis-je aider ?» Suivant les instructions précises d'Élise, Marc commença à parler doucement à Luma, utilisant un ton monotone et apaisant. La lynx, contre toute attente, sembla répondre positivement, sa respiration se stabilisant progressivement. Puis, dans un moment qui semblait défier toute logique conventionnelle sur le comportement animal, elle s'allongea sur le côté, exposant son ventre distendu dans un geste de confiance absolue. « Elle comprend », souffla Marc, bouleversé par cette démonstration. « Elle sait que nous voulons l'aider. » Les heures suivantes s'écoulèrent dans une tension palpable. La mise bas progressait lentement, Luma luttant courageusement. Marc restait près d'elle, suivant les instructions d'Élise transmises via l'oreillette, offrant une présence rassurante tandis qu'Atlas et Nero maintenaient une vigile attentive à proximité. Le premier chaton naquit finalement, minuscule boule de fourrure humide que Luma entreprit immédiatement de nettoyer avec application. Le deuxième suivit 20 minutes plus tard, puis le troisième. C'est alors que les complications survinrent. Luma semblait épuisée, ses contractions s'affaiblissant, alors que le quatrième petit restait bloqué.
Nous devons intervenir, décida Élise. Marc, nous arrivons. L'équipe vétérinaire entra dans l'enclos avec une efficacité silencieuse, portant l'équipement médical nécessaire pour une intervention d'urgence. La situation était critique. Le 4e chaton, bloqué dans le canal de naissance, mettait en danger sa propre vie et celle de Luma, dont les forces déclinaient visiblement après des heures d'efforts. Ce qui suivit défierait tous les protocoles vétérinaires traditionnels concernant les animaux sauvages. Normalement, face à une telle situation, l'équipe aurait tranquillisé la mère pour procéder à l'extraction en toute sécurité. Mais Élise, dans une décision audacieuse, choisit une approche différente. « Je crois qu'elle comprendra », affirma-t-elle. « Marc, expliquez-lui ce que nous allons faire. » Cela semblait absurde, parler à un lynx sauvage comme à un patient humain capable de consentement éclairé. Pourtant, Marc s'exécuta, s'adressant directement à Luma dans un murmure calme et rassurant, décrivant la procédure imminente pendant qu'Élise préparait ses instruments. L'incroyable se produisit alors. Luma, épuisée mais consciente, maintint un calme surnaturel tandis qu'Élise procédait à l'examen. Atlas s'était positionné près de la tête de sa mère, léchant doucement son front comme pour la réconforter. Nero, après un moment d'hésitation tendue, s'était reculé juste assez pour laisser travailler l'équipe, maintenant une vigilance protectrice mais non menaçante. Le petit est en position transversale, diagnostiqua Élise après un examen délicat. Je vais devoir le repositionner manuellement. La procédure qui suivit nécessita une précision absolue et une confiance mutuelle sans précédent entre humains et félins sauvages. Élise, avec des gestes d'une douceur chirurgicale, manipula le chaton à travers la paroi abdominale, le guidant progressivement dans la bonne position. Marc continuait de parler doucement à Luma, dont les yeux ambrés restaient fixés sur lui, empreints d'une confiance qui transcendait les barrières des espèces. Maintenant, Luma encouragea Élise lorsque le repositionnement fut complet. Une dernière poussée. Comme si elle comprenait parfaitement, la lynx rassembla ses forces restantes pour un ultime effort. Quelques minutes plus tard, le 4e chaton émergea enfin dans le monde, plus petit que ses frères et sœurs, mais bien vivant, sa minuscule poitrine se soulevant au rythme de respiration rapide. Un soupir collectif de soulagement parcourut l'équipe. Élise procéda rapidement à un examen sommaire des 4 nouveau-nés, tandis que Luma, malgré son épuisement, entreprenait de nettoyer son dernier né avec application. 3 femelles et un mâle, annonça Élise, son professionnalisme ne masquant pas complètement son émotion. Tous semblent en bonne santé, bien que le dernier soit significativement plus petit. Marc observait la scène, bouleversé par sa beauté brute et sa signification écologique. Ces 4 minuscules créatures représentaient un espoir renouvelé pour une espèce au bord de l'extinction. Plus que cela, leur naissance extraordinaire, assistée par des humains dans une collaboration sans précédent avec des prédateurs sauvages, symbolisait une forme de réconciliation entre humanité et monde naturel. Atlas s'approcha du plus petit chaton, le reniflant avec une curiosité délicate avant de commencer à le lécher doucement, suppléant sa mère épuisée dans cette tâche vitale. Ce geste, d'une tendresse fraternelle poignante, arracha des larmes à plusieurs membres de l'équipe. « Nous devrions les laisser maintenant », décida Élise après s'être assurée que Luma ne présentait pas de complications post-partum. Ils ont besoin d'intimité pour ces premiers moments cruciaux. L'équipe se retira discrètement, laissant la famille élargie s'apprivoiser dans la quiétude de leur nid. Depuis la salle d'observation, ils continuèrent à surveiller la scène via les caméras. Luma, allaitant ses petits, Nero montant la garde avec une fierté palpable, et Atlas, le jeune héros, alternant entre une vigilance attentive et une curiosité émerveillée envers ses nouveaux frères et sœurs. « C'est un miracle », murmura Sandrine, exprimant le sentiment général.
Pas un miracle, corrigea gentiment le professeur Mercier. C'est la démonstration que notre compréhension de l'intelligence animale a été tragiquement limitée par nos propres préjugés. Ces lynx nous enseignent l'humilité scientifique. Les jours qui suivirent furent consacrés à l'observation minutieuse des nouveau-nés. Leur développement semblait normal, à l'exception du plus petit, que l'équipe avait officieusement baptisé « Espoir », qui nécessitait une attention particulière. Luma, montrant une fois de plus une compréhension qui défiait les attentes, permettait à Élise de procéder à des examens réguliers du petit sans manifester d'agressivité défensive. « Elle sait que nous l'avons aidée », observa Marc. « Elle fait la distinction entre menace et assistance. » Parallèlement, le projet du sanctuaire avançait à grands pas. Les plans architecturaux étaient finalisés, intégrant des innovations écologiques impressionnantes. Corridors de faune permettant aux lynx d'explorer différents micro-habitats, systèmes d'eau courante reproduisant les ruisseaux naturels, et même une zone tampon où des proies naturelles comme les lièvres et les chevreuils seraient introduites pour maintenir l'équilibre écologique. Le grand public pourra-t-il visiter ce sanctuaire ? Demanda un journaliste lors d'une conférence de presse organisée pour présenter le projet. Pas dans le sens traditionnel d'un zoo, répondit le directeur. L'objectif premier reste la conservation et la recherche. Cependant, nous prévoyons un centre d'interprétation à distance respectueuse du sanctuaire, où le public pourra observer occasionnellement les lynx via des caméras à distance et surtout s'informer sur cette espèce fascinante et les efforts déployés pour sa protection. Cette approche équilibrée entre accessibilité publique et protection de la tranquillité des animaux semblait satisfaire tant les défenseurs des droits animaux que les partisans d'une sensibilisation élargie à la cause de la biodiversité. 3 semaines après la naissance des chatons, alors que ceux-ci commençaient à ouvrir leurs yeux et à explorer timidement leur environnement immédiat, une nouvelle étape fut franchie dans l'extraordinaire saga de cette famille. Pour la première fois, Atlas manifesta un comportement qui suggérait une compréhension encore plus profonde de la situation. Le jeune lynx s'était approché de la vitre d'observation où Marc, comme chaque jour, passait plusieurs heures à documenter le développement de la famille. Avec une délibération évidente, Atlas avait placé sa patte contre la vitre, puis avait regardé vers l'extérieur de l'enclos émettant une série de vocalisations que le professeur Mercier avait identifiées comme associées à l'exploration et au mouvement. « Je crois qu'ils demandent quand ils pourront sortir », interpréta le professeur, stupéfait par cette apparente anticipation. C'est comme s'il comprenait non seulement le présent, mais projetait vers le futur. Cette hypothèse, aussi extraordinaire soit-elle, trouva un écho particulier lorsque, les jours suivants, Atlas répéta ce comportement plusieurs fois, toujours avec la même séquence de gestes et de sons, toujours dirigés vers Marc ou d'autres membres familiers de l'équipe. La question du transfert vers le sanctuaire, initialement prévue lorsque les chatons auraient atteint 3 mois, commença à être reconsidérée. La construction du site avançait plus rapidement que prévu, portée par un élan collectif sans précédent. Des équipes travaillaient jour et nuit pour achever au moins une première zone fonctionnelle qui pourrait accueillir la famille. Idéalement, nous voudrions les installer avant que les chatons ne soient trop conscients de leur environnement captif, expliqua Élise lors d'une réunion stratégique. Cela faciliterait leur développement naturel, sans les comportements artificiels souvent observés chez les animaux nés en captivité. La décision fut prise d'accélérer la finalisation d'une zone prioritaire du sanctuaire, un espace de 20 hectares parfaitement sécurisé qui servirait de première étape avant l'ouverture progressive du domaine complet. Une date fut fixée. Dans 2 semaines, la famille de lynx serait transférée vers leur nouveau territoire. Cette période intermédiaire vit s'intensifier les préparatifs logistiques complexes qu'impliquait le déplacement sécurisé d'une famille de félins sauvages, incluant 4 nouveau-nés fragiles. Des caisses de transport spéciales furent conçues, un itinéraire optimisé fut établi pour minimiser le temps de trajet, et une équipe vétérinaire mobile
fut constituée pour accompagner le convoi. Parallèlement, l'équipe scientifique redoublait d'efforts pour documenter chaque aspect du comportement de cette famille exceptionnelle avant leur transfert vers un environnement où l'observation serait nécessairement plus discrète et moins complète. Le jour du transfert se leva sous un ciel parfaitement bleu, comme si la nature elle-même approuvait cette étape cruciale. L'opération avait été minutieusement planifiée, chaque détail anticipé pour minimiser le stress des animaux, particulièrement celui des chatons encore vulnérables. Marc était arrivé avant l'aube, ressentant le besoin d'être présent dès les premiers préparatifs. Dans la pénombre de la salle d'observation, il contemplait la famille endormie, lovée dans un entrelacement de fourrure tachetée au centre de leur enclos. Les 4 chatons, désormais âgés de 5 semaines, montraient chacun une personnalité distincte qui émergeait jour après jour. Les 3 femelles, surnommées officieusement Luna, Stella et Nova par l'équipe, étaient vigoureuses et aventureuses, explorant déjà courageusement leur environnement sous la surveillance attentive de leurs parents. Espoir, le petit mâle, bien que toujours plus frêle que ses sœurs, se développait régulièrement, compensant sa taille réduite par une curiosité insatiable. Prêt pour le grand jour? La voix douce d'Élise interrompit ses pensées. Marc acquiesça, un mélange complexe d'émotions traversant son visage. C'est étrange. Je devrais être uniquement heureux de les voir retrouver un semblant de liberté, mais... Mais vous allez les manquer, compléta Élise avec compréhension. Nous tous, ces lynx ont bouleversé notre vision du monde. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée progressive de l'équipe complète mobilisée pour l'opération. Vétérinaires, soigneurs, techniciens, et même une escorte de gendarmerie qui sécuriserait le trajet jusqu'au sanctuaire. Le plan prévoyait une sédation légère pour les adultes et Atlas, suffisante pour réduire leur stress sans compromettre leur fonction vitale. Les chatons, trop jeunes pour une sédation chimique, seraient transportés dans une caisse spéciale, maintenue à température constante et placée de manière à ce que Luma puisse les voir et les sentir pendant le trajet. Alors que l'équipe se préparait à entrer dans l'enclos, un événement inattendu se produisit. Atlas, soudainement éveillé, s'approcha de la vitre d'observation. Ses yeux intelligents fixèrent Marc avec intensité, puis balayèrent la salle observant l'équipement de transport assemblé dans un coin. Avec une compréhension qui semblait impossible, le jeune lynx retourna auprès de sa famille, émettant une série de vocalisations douces qui réveillèrent progressivement Nero et Luma. « Il leur explique », murmura le professeur Mercier stupéfait. « Je jurerais qu'il leur communique ce qui va se passer. » Qu'il s'agisse de coïncidence ou de cette inexplicable intelligence qui avait caractérisé Atlas depuis le début, le résultat fut remarquable. Lorsque l'équipe entra finalement dans l'enclos, les 3 lynx adultes montrèrent une coopération presque surnaturelle. Nero accepta l'injection sédative sans résistance. Luma, après avoir soigneusement déplacé ses petits dans un coin protégé, fit de même. Atlas, dans un dernier geste qui émut profondément l'équipe, s'approcha de Marc et frotta brièvement sa tête contre sa main avant de se soumettre à la procédure. Comme s'il savait que nous les emmenons vers un avenir meilleur, souffla Sandrine, les yeux brillants d'émotion. Le convoi quitta le centre sous haute sécurité, transportant son précieux chargement à travers les routes sinueuses des Pyrénées. Marc, assis à l'arrière du véhicule médicalisé avec Élise, surveillait constamment les signes vitaux de la famille. Le trajet de 3 heures se déroula sans incident, les lynx demeurant calmes sous l'effet combiné de la sédation légère et peut-être d'une compréhension plus profonde de leur situation. Lorsqu'ils arrivèrent finalement au sanctuaire, le soleil avait atteint son zénith, baignant le site d'une lumière dorée qui mettait en valeur sa beauté sauvage. L'enclos d'acclimatation, une zone de 2 hectares spécialement préparée à l'orée de la forêt, attendait ses nouveaux occupants. Une structure discrète avait été aménagée, reproduisant la tanière qu'une femelle lynx aurait naturellement choisie pour élever ses petits,
une cavité rocheuse protégée, tapissée de matériaux doux, avec plusieurs issues et des postes d'observation stratégiques pour les adultes. Le réveil progressif des lynx dans ce nouvel environnement fut un moment d'une intensité rare. Nero émergea le premier de sa sédation, ses sens immédiatement en alerte, analysant méthodiquement ce territoire inconnu. Ses oreilles pivotaient, captant chaque son de la forêt environnante, le bruissement des feuilles sous la brise, le chant distant des oiseaux, le murmure d'un ruisseau proche. Après une inspection minutieuse des alentours immédiats, il revint vers la caisse où Luma commençait également à s'éveiller. La femelle, encore groggy mais instinctivement préoccupée par ses petits, fut immédiatement guidée vers la tanière où les chatons avaient été délicatement installés. Elle les examina un par un, les reniflant et les léchant pour s'assurer de leur bien-être, avant de s'installer pour les allaiter, visiblement soulagée de les retrouver inchangés. Atlas fut le dernier à rejoindre pleinement le monde conscient. Son réveil fut marqué par une curiosité immédiate, ses yeux vifs parcourant avidement ce nouveau domaine aux possibilités infinies. Après s'être assuré du bien-être de sa famille, il entreprit une exploration méthodique de l'enclos, s'arrêtant fréquemment pour humer l'air chargé d'odeurs nouvelles, tester la texture du sol sous ses pattes, observer les jeux de lumière filtrés par la canopée. « C'est un succès », déclara finalement Élise après plusieurs heures d'observation attentive. « Il s'adapte parfaitement. » La transition se poursuivit sans heurts dans les jours qui suivirent. La famille établit rapidement une routine, Nero et Atlas partageant la responsabilité de patrouiller leur nouveau territoire tandis que Luma veillait sur les chatons qui grandissaient à vue d'œil. Espoir, notamment, semblait s'épanouir dans cet environnement plus naturel, rattrapant progressivement ses sœurs en taille et en vigueur. 2 semaines après leur installation, l'enclos d'acclimatation fut discrètement étendu, ouvrant l'accès à 5 hectares supplémentaires de forêt dense. Cette expansion fut accueillie avec un enthousiasme évident par les lynx adultes qui commencèrent immédiatement à explorer ce nouveau terrain. C'est extraordinaire de voir à quel point leur comportement naturel émerge spontanément, observa le professeur Mercier depuis un poste d'observation camouflé. Regardez comment Nero enseigne à Atlas les techniques de chasse à l'affût. Aucun humain n'aurait pu lui transmettre ses compétences avec une telle précision. Effectivement, la dynamique familiale s'enrichissait quotidiennement de nouvelles interactions. Nero assumait pleinement son rôle de mentor auprès d'Atlas, lui transmettant l'art ancestral de la chasse féline. Luma, quant à elle, commençait à initier ses chatons aux rudiments de l'exploration, les encourageant à développer leur agilité naturelle par de petits jeux éducatifs. Les mois passèrent, marqués par des expansions progressives du territoire accessible à la famille. À 6 mois, les chatons étaient devenus de robustes juvéniles. Espoir ayant finalement rattrapé ses sœurs, compensant sa taille initialement réduite par une agilité exceptionnelle qui faisait la fierté évidente de ses parents. Le jour de l'ouverture complète du sanctuaire arriva finalement, 1 an presque jour pour jour, après la rencontre fortuite entre Marc et Atlas sur ce chemin enneigé. Les dernières barrières furent levées, offrant à la famille l'accès aux 350 hectares complets de leur nouveau royaume. Marc se tenait aux côtés d'Élise et du professeur Mercier sur la plateforme d'observation principale, leur regard fixé sur la famille de lynx qui se tenait au seuil de cette ultime frontière, comme consciente de la signification du moment. Atlas fut le premier à franchir la limite invisible, s'avançant d'un pas confiant dans cette wilderness retrouvée. Il s'arrêta après quelques mètres, se retourna vers sa famille, émettant ce qui semblait être une invitation. Nero et Luma le suivirent, guidant leurs 4 jeunes qui bondissaient d'excitation. Avant de disparaître dans les profondeurs de la forêt, Atlas s'arrêta une dernière fois. Dans un geste que Marc n'oublierait jamais, le jeune lynx tourna la tête vers la plateforme d'observation, ses yeux ambrés croisant une dernière fois ceux de l'homme qui avait répondu à son appel désespéré 1 an plus tôt. Ce regard contenait tout, reconnaissance, confiance
et peut-être même une forme d'affection transcendant les barrières des espèces. Puis, dans un mouvement fluide, Atlas rejoignit sa famille, et ensemble, ils s'enfoncèrent dans leur nouvelle vie sauvage, libres, mais toujours connectés à ceux qui avaient rendu possible ce miracle de renaissance. « Ce n'est pas une fin », murmura Élise, comme si elle lisait les pensées de Marc. « C'est un commencement, pour eux, pour nous, pour notre compréhension du monde naturel. » Le sanctuaire des lynx pyrénéens devint rapidement un modèle international de conservation innovante, accueillant progressivement d'autres lynx réhabilités, contribuant à la renaissance progressive de l'espèce dans son habitat historique. Les recherches du professeur Mercier sur la communication des félins sauvages, inspirées par Atlas, ouvraient de nouvelles perspectives dans la compréhension de l'intelligence animale. Quant à Marc, il avait trouvé une nouvelle vocation. Nommé directeur adjoint du sanctuaire, il partageait désormais son temps entre protection de la faune et éducation du public, racontant inlassablement l'histoire extraordinaire d'un jeune lynx qui avait osé demander l'aide des humains, transformant à jamais la relation entre nos deux mondes. Des années plus tard, les caméras discrètes du sanctuaire capturèrent parfois des images d'un magnifique lynx adulte, reconnaissable à son port majestueux et à ses yeux d'une intelligence saisissante observant les postes d'observation avec ce qui ressemblait étrangement à une curiosité bienveillante. Atlas n'avait pas oublié,